Magic, Chotard et Fayad ont repris la course. Donc je Il y a des noms qui remplissent les stades et d'autres qui restent volontairement dans l'ombre. Pendant plus de 30 ans, Jean-Louis Gasset a vécu sous la pression constante du football professionnel, entre victoires célébrées, défaites humiliantes et carrières toujours menacées. Pourtant, loin des bancs de touche et des caméras, une question persiste et dérange. Qu'est-il arrivé au fils d'un homme dont la vie appartenait presque entièrement au public? Pourquoi ce fils n'apparaît-il nulle part, ni dans les médias, ni dans le monde du football? Est-ce un choix assumé ou le prix silencieux d'une carrière qui ne laissait aucune place à l'intimité? Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? Avant que le silence ne devienne un sujet en soi, il y eut d'abord la trajectoire d'un homme entièrement façonné par le football. Jean-Louis Gasset n'a jamais été une star médiatique au sens classique. Pas de grandes déclarations, pas de scandales, pas de vie privée exposée. Mais dans les couloirs du football français, son nom a longtemps été synonyme de rigueur, de loyauté et de compétences tactiques. Né à Montpellier en 1953, Gasset grandit dans une France où le football reste un sport populaire, mais encore loin du spectacle mondialisé qu'il deviendra. Très tôt, il comprend que sa place ne sera pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre, là où se construisent les équilibres et les victoires durables. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il devient l'allié fidèle de Laurent Blanc. Ensemble, ils forment un duo respecté, presque indissociable, symbole d'une réussite patiente et méthodique. Le point culminant arrive en 2012, lorsque Montpellier Hérault Sport Club décroche un titre de champion de France historique. Dans une Ligue 1 dominée par les budgets colossaux, cette victoire apparaît comme un miracle sportif. Pour Gasset, c'est la reconnaissance ultime d'un travail de l'ombre. La presse célèbre l'intelligence collective, la discipline tactique, l'humilité d'un staff resté soudé. Aux yeux du public, Jean-Louis Gasset devient l'incarnation d'un football sérieux, adulte, presque paternel. À cette époque, l'image est parfaite. Un entraîneur respecté, intégré dans les plus grandes structures du football français, appelé ensuite au Paris Saint-Germain pour participer à la reconstruction d'un club en pleine mutation. Le rythme est intense, les saisons s'enchaînent, les responsabilités augmentent, les attentes aussi. Les déplacements constants, les mises au vert, les réunions tardives deviennent la norme. Dans ce monde, la vie personnelle existe à peine, reléguée entre 2 matchs ou 2 signatures de contrat. Officiellement, rien ne semble manquer. Gasset incarne la stabilité, la fiabilité, l'homme sur qui on peut compter quand tout vacille. Mais cette réussite a un prix. Dans les interviews, Jean-Louis Gasset parle rarement de lui-même, encore plus rarement de sa famille. Contrairement à d'autres figures du football français, il n'exhibe jamais son cercle intime. Pas de photos familiales, pas de récits attendris sur la paternité, pas de confidences sur la transmission. Ce silence intrigue peu à l'époque, car le football ne pose pas encore ces questions avec insistance. Le public applaudit les résultats, les médias analysent les systèmes de jeu et la sphère privée reste hors champ. Pourtant, derrière cette façade de réussite, une autre réalité se construit lentement, celle d'un foyer organisé autour de l'absence. Car être entraîneur, surtout à ce niveau, signifie vivre selon un calendrier qui ne laisse aucune place à l'imprévu familial. Les anniversaires se fêtent différés. Les week-ends appartiennent au stade. Les émotions doivent être contenues, repoussées, mises entre parenthèses. Pour un enfant, grandir dans cet univers, c'est apprendre très tôt que le père n'est jamais totalement là, même lorsqu'il est physiquement présent. À mesure que la carrière de Gasset progresse, cette distance devient structurelle. Les succès renforcent l'exigence, les échecs, eux, renforcent la pression. Chaque licenciement évité, chaque contrat renouvelé, s'accompagne d'un nouveau sacrifice invisible. Et tandis que le nom de Jean-Louis Gasset s'inscrit durablement dans l'histoire du football français, une question reste suspendue, jamais formulée publiquement. Que signifie grandir comme le fils d'un homme dont la vie appartient aux autres? Dans cette période de gloire et de reconnaissance, tout semble aligné. Pourtant, c'est précisément là, au sommet, que se prépare le contraste le plus brutal. Car lorsque la lumière est trop forte, l'ombre est inévitable. Et c'est dans cette ombre que commence à se dessiner le véritable cœur de cette histoire. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante?
Il n'y a pas toujours un drame spectaculaire pour marquer une rupture. Parfois, le basculement se fait dans la durée, presque imperceptiblement, au rythme des saisons et des décisions professionnelles. Pour Jean-Louis Gasset, cette période charnière commence lorsque la stabilité apparente de sa carrière se fissure. Après les années de succès et de reconnaissance, le football redevient ce qu'il a toujours été, un milieu impitoyable, où la confiance peut disparaître du jour au lendemain. Les changements de club se multiplient, les contextes deviennent plus tendus et la pression médiatique s'intensifie. Chaque banc de touche occupé est désormais un siège éjectable. À Saint-Étienne, puis à Bordeaux, Gasset affronte un football plus politique, plus conflictuel. Les résultats ne suffisent plus, les relations avec les dirigeants se tendent, les critiques s'accumulent et les décisions se prennent dans l'urgence. En 2020, son départ de Bordeaux intervient dans un climat lourd, presque toxique. Le club traverse une crise institutionnelle profonde, les finances inquiètent, les supporters grondent. Pour l'entraîneur, c'est une rupture nette, brutale, qui met fin à une tentative de stabilisation devenue impossible. Officiellement, il s'agit d'un désaccord sportif. Officieusement, c'est l'épuisement d'un homme pris dans un système qui ne laisse aucune place à la nuance. C'est à ce moment précis que la question familiale prend un autre sens. Lorsque la carrière chancelle, le refuge naturel devrait être la sphère privée. Pourtant, pour un homme qui a toujours protégé cette sphère par le silence, le retour vers l'intime n'est pas si simple. Les habitudes sont déjà installées. La distance émotionnelle n'est pas une conséquence soudaine, mais un état durable. Le fils de Jean-Louis Gasset, resté jusque-là hors du champ médiatique, traverse cette période sans que personne ne sache réellement ce qu'il vit. Aucun témoignage, aucun récit public, rien. Et c'est précisément cette absence de récit qui devient éloquente. Car dans le football moderne, les enfants des entraîneurs et des joueurs sont souvent visibles. Certains embrassent la même carrière, d'autres utilisent le nom paternel comme un tremplin, d'autres encore racontent parfois avec amertume ce que cette enfance particulière leur a coûté. Ici, rien de tel. Le fils de Gasset ne revendique rien, il ne critique rien, il ne s'expose pas. Cette discrétion absolue interroge. Est-elle le fruit d'un choix personnel assumé ou le résultat d'une éducation façonnée par la retenue et l'effacement? Le véritable point de rupture survient lorsque Jean-Louis Gasset accepte, en 2024, de prendre en main la sélection de la Côte d'Ivoire dans un contexte d'extrême urgence. Le pays est en crise sportive, l'équipe nationale au bord de l'élimination et la pression populaire est immense. Gasset arrive comme un homme de la dernière chance. La mission est courte, intense, presque sacrificielle. Quelques semaines plus tard, contre toute attente, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Le scénario est digne d'un film. La rédemption professionnelle est totale. Le respect revient. L'émotion est immense. Mais cette victoire soulève une nouvelle question. À qui appartient ce triomphe? À l'homme public, célébré dans les stades africains et européens, ou à l'homme privé, dont les choix ont, pendant des décennies, façonné une cellule familiale construite autour de l'absence et du silence. Pour son fils, que représente ce moment? Une fierté lointaine, vécue à distance, ou la confirmation que le football passera toujours avant tout le reste? Rien ne permet de trancher, et cette impossibilité de répondre devient le cœur même de la rupture. Car la rupture ici n'est pas un événement daté, mais une accumulation, une somme de matchs manqués, de moments familiaux reportés, de conversations écourtées, une enfance vécue à côté d'un père admiré par des milliers de supporters, mais rarement disponible dans le quotidien. Ce type de rupture ne laisse pas de traces visibles, il ne produit pas de scandale ou de drame public, il s'inscrit dans le temps long, dans les silences répétés, dans ce qui n'a jamais été dit. À ce stade du récit, une interrogation s'impose. Peut-on parler de sacrifice lorsque personne ne se plaint? Peut-on évoquer une blessure lorsqu'aucun mot ne vient la nommer? Le fils de Jean-Louis Gasset n'a jamais revendiqué le statut de victime. Il n'a jamais cherché à raconter son histoire. Et c'est peut-être là que réside la rupture la plus profonde, non pas dans un conflit ouvert, mais dans l'acceptation tacite d'un rôle secondaire, loin de la lumière, loin des récits héroïques. Car parfois, le moment où tout se brise n'est pas celui que l'on voit, c'est celui que l'on ne remarque jamais. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante? La vérité dans cette histoire ne surgit pas sous la forme d'une révélation spectaculaire. Elle se dévoile lentement,
à travers ce qui manque plus que ce qui est dit. Depuis toujours, Jean-Louis Gasset a construit sa carrière sur la maîtrise. Maîtrise des émotions, des discours, des situations de crise. Cette même maîtrise s'est étendue à sa vie privée, jusqu'à devenir une frontière presque infranchissable. Peu d'entraîneurs français ont autant protégé leur sphère familiale, non par calcul médiatique, mais par conviction profonde. Le football est un monde qui consomme tout. L'exposer à ses proches, c'était accepter de les y sacrifier. C'est ici que se dessine la première vérité. Le silence autour de son fils n'est pas un oubli, c'est un choix répété, assumé, presque obstiné. Là où d'autres racontent la paternité comme un moteur ou un refuge, Gasset a préféré la tenir à distance du récit public. Cette décision a des conséquences. Grandir dans l'ombre d'un père célèbre sans jamais pouvoir s'y appuyer publiquement forge une identité particulière. L'enfant n'est ni héritier officiel, ni opposant. Il devient un observateur discret, condamné à exister en dehors de toute narration collective. La deuxième vérité tient à la nature même du métier d'entraîneur. Contrairement aux joueurs, souvent idolâtrés, l'entraîneur incarne la responsabilité et la solitude. Il est celui que l'on congédie lorsque tout s'effondre. Pour un enfant, voir son père régulièrement remis en question, critiqué, parfois humilié publiquement, peut créer une distance émotionnelle difficile à combler. Le silence devient alors une protection mutuelle. Le père se tait pour protéger, le fils se tait pour survivre à l'image écrasante du nom qu'il porte. Peu à peu, les trajectoires se séparent. Là où Jean-Louis Gasset continue à évoluer dans un univers d'exposition permanente, son fils semble choisir l'inverse, une vie sans projecteur, sans commentaire, sans héritage revendiqué. Cette divergence n'est jamais expliquée, mais elle est cohérente. Elle suggère une troisième vérité, plus subtile. L'héritage d'un homme public ne se transmet pas toujours sous forme de continuité. Il peut aussi se transmettre par le refus. Refus de la même vie, refus des mêmes contraintes, refus d'une existence rythmée par le regard des autres. Dans les rares moments où Gasset évoque la notion de transmission, il le fait toujours en termes abstraits, des valeurs, du respect, du travail. Jamais de trajectoire précise, jamais de projection sur l'avenir de son enfant. Comme si l'essentiel n'était pas ce que son fils deviendrait, mais ce qu'il éviterait de devenir. Cette posture en dit long. Elle suggère que la plus grande leçon qu'il ait voulu transmettre n'était pas liée au football, mais à la liberté de ne pas y appartenir. La vérité la plus dérangeante pourtant reste celle-ci. Il n'y a peut-être rien à réparer, aucun conflit à résoudre, aucun pardon à demander publiquement. Le fils de Jean-Louis Gasset ne s'est jamais manifesté pour dénoncer une enfance brisée ou un père absent. Il a simplement disparu du récit. Et dans un monde saturé de confidences et de témoignages, cette disparition volontaire prend une valeur presque politique. Elle interroge notre besoin de tout savoir, de tout expliquer, de transformer chaque silence en drame. Ainsi, la vérité ne réside pas dans un secret enfoui, mais dans une normalité que le public refuse souvent d'accepter, celle d'un enfant qui grandit à côté de la gloire sans jamais la toucher, d'un père qui choisit de protéger en se taisant, d'une famille qui ne doit rien au regard extérieur. Cette vérité est moins spectaculaire que les scandales, mais plus inconfortable. Elle nous force à admettre que certaines histoires n'ont pas de révélation finale, seulement des choix durables et leurs conséquences silencieuses. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante ? À la fin, il ne reste ni scandale, ni révélation tardive, ni vérité cachée arrachée au forceps. Il reste une question, plus dérangeante que toutes les autres. Que laisse réellement derrière lui un homme public lorsqu'il a passé sa vie à se protéger et à protéger les siens par le silence ? Dans le cas de Jean-Louis Gasset, la réponse ne se trouve pas dans les palmarès, ni dans les bancs de touche désertés après les défaites. Elle se trouve dans l'absence assumée de son fils du récit collectif. Une absence qui n'est ni une fuite, ni un accident, mais une forme d'héritage invisible. Pendant des décennies, le football a imposé son rythme, sa violence symbolique, ses exigences dévorantes. Dans cet univers, réussir signifie souvent accepter de tout sacrifier. Le temps, la disponibilité, la spontanéité. Pour beaucoup, la famille devient un refuge fragile, parfois idéalisé, parfois instrumentalisé. Pour d'autres, elle devient une zone à préserver à tout prix, même si cela implique de l'effacer du regard public. Le choix de Gasset semble appartenir à cette seconde catégorie. En refusant d'exposer son fils, il a refusé de le transformer en prolongement de sa propre légende.
Mais ce choix a un revers. Car grandir sans récit, c'est aussi grandir sans reconnaissance symbolique. Le fils d'un homme célèbre vit avec un paradoxe permanent. Il porte un nom connu de tous, mais son existence personnelle reste inconnue. Il est à la fois héritier et étranger, présent dans l'ombre, absent dans la lumière. Cette position n'est ni enviable, ni tragique par essence. Elle est simplement lourde à porter. Elle oblige à se construire seul, sans s'appuyer sur l'histoire familiale telle qu'elle est racontée au monde. C'est ici que la fin ouverte prend tout son sens. Rien ne permet d'affirmer que ce fils a souffert. Rien ne permet non plus de dire qu'il s'est épanoui grâce à cette discrétion. Le silence ne raconte pas le bonheur, pas plus qu'il ne raconte la douleur. Il laisse place à l'interprétation et c'est précisément ce que notre époque supporte de moins en moins. Nous voulons des réponses claires, des récits complets, des trajectoires expliquées. Or, certaines vies résistent à cette logique. Elles se déroulent hors champ, loin des attentes collectives. Peut-être que la véritable question n'est pas ce qu'il est arrivé au fils de Jean-Louis Gasset, mais ce que nous attendons, nous, des enfants des figures publiques. Attendons-nous qu'ils prolongent la gloire, qu'ils paient le prix des absences, qu'ils témoignent, qu'ils dénoncent, qu'ils justifient? Ou acceptons-nous qu'ils aient le droit fondamental de ne rien dire, de ne rien montrer, de ne rien devoir à l'histoire de leurs parents? Dans ce cas précis, le silence devient une réponse en soi, une réponse inconfortable mais profondément humaine. Au bout du compte, l'héritage le plus marquant de cette histoire n'est ni sportif ni médiatique. C'est une leçon discrète sur les limites de la célébrité. La gloire peut tout exposer, tout consommer, tout transformer en récit, mais elle ne peut pas forcer une vie à se raconter. Le fils de Jean-Louis Gasset n'a pas disparu, il a simplement choisi de ne pas appartenir au spectacle. Et dans un monde où tout s'exhibe, ce choix-là est peut-être le plus radical de tous. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante ?